Bonjour à toutes et à tous dans ce Kick Parade 46, après une semaine d'absence, parce que moi j'étais à Essen, et puis salut Swan. Salut Erwan, bonjour à tous et à tous, ça faisait longtemps. Et bah oui, toi ça fait 2 semaines, parce que t'étais pas là la semaine d'avant. Donc je te propose de commencer, parce qu'il y a beaucoup de choses. 10e position, c'est une entrée, c'est Bardwood Grove. C'est par les designers de La Baie des Marchands, qui est un gros succès boutique il y a quelques mois, et qui est un très beau jeu d'ailleurs. Et donc là, vous allez incarner des bardes, et vous allez eh bien faire un concours de bardes pour être le meilleur barde de la région. Joli jeu avec de la carte, du token en bois. Je trouve que c'est pas mal, ça reste pas mal dans le design de La Baie des Marchands. Je trouve qu'il y a pas mal de similitudes. Et le jeu en est à 120 000 € et 1716 contributeurs, pardon. Il reste 12 jours avant la fin de la campagne et il y a une VF qui sera proposée par Super Meeple. Enfin, en tout cas, c'est vrai que c'est une belle campagne. Le jeu est plutôt sympa. Il n'a pas l'air de révolutionner grand chose. Il y a un côté un peu hommage à Tolkien non assumé, mais assumé mais non déclaré, on va dire. Mais en tout cas, je trouve que sur le concept, c'est du beau matériel. J'aime beaucoup les illustrations. De toute façon, c'est un illustrateur qui avait déjà fait ses preuves maintes et maintes fois. Mais en tout cas, c'est voilà, le type de projet qu'on aime suivre sur Kickstarter. Et 9e position, alors là c'est 2 jeux, c'est Dandelions et Psychic Pizza Delivers Go to the Ghost Town. Alors ce sont 2 jeux japonais qui sont, on va dire, implémentés par un éditeur américain, Board Game Stables. Donc voilà, ils ont dû certainement fouiner dans les jeux japonais et se dire que ces 2 jeux pouvaient avoir une carrière à l'international. Donc le premier Dandelions, vous allez devoir planter vos graines dans des jardins. C'est un jeu de pose de dés, voilà, de collection de dés. Et vous allez pouvoir choisir entre 5 jardins. Et il va falloir trouver ce qu'il y a de mieux pour développer vos plantes. Donc c'est du petit jeu, hein. Et le deuxième, donc c'est un jeu à la Pac-Man, dans lequel vous incarnez un livreur de pizza qui devra livrer sa marchandise et ne pas se faire bouffer par des fantômes. Là, c'est vraiment du Pac-Man. Mais le matos, c'est toujours joli, quoi. Les Japonais, ils savent faire... ils sont très minimalistes, mais ils savent très bien faire leur boîte avec peu de choses. C'est ça leur force, je trouve. Mais ce qui est fou, en plus, c'est que je trouve... Autant... Il y a des pays où il y a un côté très auteur, ou alors il y a un côté très éditeur, tu reconnais les jeux qui sont proposés par tel éditeur. Autant, les jeux japonais, c'est presque quelque chose de nationalité qu'on identifie tout de suite au premier regard. Comme tu dis, il y a ce côté minimaliste, simple sans être simpliste. Il y a toujours cette proposition, c'est assez régulier, ce côté de plusieurs jeux en un. Et je trouve qu'on reconnaît du premier coup d'œil la patte japonaise. Ouais, carrément. Et là, les 2 jeux donc, sont à 82 000 €, 2250 contributeurs, reste un peu moins de 15 jours. Donc ça marche, hein. Tu vois, les jeux ils séduisent. 8e position, c'est Steam Up, Feast of Dim Sum. Donc là, il va falloir... vous incarnez des animaux, ça, je trouve que c'est un peu bizarre d'ailleurs. Et vous allez devoir vous partager des plats vapeur. C'est ces fameux plats qui sont dans des réchauffe-plats en bambou. Que tu mets sur de la vapeur et puis tu ouvres et puis ça sent super bon et puis après tu manges. Voilà, donc là ils y sont carrément, hein, dans le jeu, ça fait partie des composants de la boîte. Vous incarnez des animaux du zodiaque chinois. C'est marrant, ça me rappelle un peu un jeu qu'on avait vu il y a quelques semaines où il y avait ce système, tu sais, de sushi que tu pouvais avoir, ouais, sur des tapis roulants avec un côté très esthétique autour de la bouffe. Et là je trouve qu'on retrouve un peu les mêmes mécaniques, c'est-à-dire que c'est un jeu qui est quand même extrêmement esthétique pour appuyer le thème. Et donc c'est marrant de transformer des composants comme ça de nourriture en composants de jeu. Après, j'avoue que je trouve ça un peu bizarre de jouer des animaux, c'est un peu du cannibalisme, non? Bah ouais, moi je trouve aussi, je trouvais ça bizarre. Ouais, j'ai eu le même sentiment. Des animaux qui se partagent de la viande. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Mais bon, pourquoi pas. Je sais pas s'ils ont pensé à ça quand ils ont fait le jeu. Pourquoi pas. Bon, en tout cas, il marche bien. Il en est à 120 000 €, 2435 contributeurs. Il reste une vingtaine de jours en plus, donc on va le retrouver la semaine prochaine, celui-là. 7e position, c'est encore une entrée. Roll Camera, Reprint and Expansion. Alors ça, il me semble, mais je veux pas me gourer, mais il me semble que je l'avais essayé au Spiel en 2018. En tout cas, c'était un jeu qui ressemblait beaucoup. Ça date ? Ça date, ouais. C'est un jeu dans lequel vous incarnez
alors je sais plus si tu incarnes un producteur ou un réalisateur. Enfin, vous essayez de monter vos films. Et il y a tout un système de cartes et de dés pour savoir quelle galère vous allez avoir, si le studio vous embête ou pas, si vous devez faire un film de science-fiction, machin bidule. Et donc là, ils sortent une extension qui s'appelle B-Movie Expansion, donc vous l'aurez compris, qui va aller directement exploiter les films de série B, les cinémas d'horreur, de science-fiction, etc. Bon, moi je trouve ça très moche. Je trouve ça vraiment très moche, très cliché. Moi j'aimerais bien un jour qu'il y ait un vrai jeu, poste d'ouvrier ou je ne sais quoi, mais un jeu sérieux, intelligent, sur la gestion d'un studio de cinéma. Parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup à faire. Bah, en termes de mécanique, bah, ça a l'air de marcher en fait. Enfin, l'idée de passer par du roll and write, c'est plutôt intelligent parce que tu te dis voilà, t'as un côté un peu aléa, et puis il faut que tu essaies de t'adapter en fonction de... Mais c'est vrai que c'est un peu gâché par ce côté party game en fait. C'est ça, il y a le côté party game, jeu d'ambiance. Faut sûr que ça soit dans le mode déconne en fait. Alors on n'a rien contre la déconne, hein. On n'est pas des gens sinistres, mais je trouve que j'aimerais bien un jour un vrai jeu de cinoche, de production de cinoche ou de gestion de gros studios hollywoodiens par exemple, mais à la manière d'un barrage ou d'un... Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a de quoi faire, je pense qu'il y a... Enfin tu vois, quand on connaît un peu la prod de cinoche, surtout à ce niveau-là, il y a quand même des choses à faire au niveau des mécaniques, je pense assez intéressantes quoi. Et voilà, je trouve que ça reste un peu d'être bouffonnerie quoi, et ça bon voilà. Moi ça m'intéresse pas trop, après bon voilà. Peut-être que le jeu fonctionne et est sympathique. En tout cas, il en est à 123 000 €. 2730 contributeurs, c'est la dernière semaine. 6e position, c'est Fractal, donc le jeu 4X, le 4X spatial belge, qui a gagné 3 places cette semaine. J'en avais parlé la semaine dernière. Toi, il me semble que... Non, il n'était pas sorti il y a 2 semaines. Il n'était pas sorti, mais moi j'avais suivi leur précédente campagne, parce que c'est les mêmes mecs qui avaient fait Exodus. Tout à fait. Et qui avait été une des campagnes que j'avais préféré suivre sur Kickstarter. Tant je trouvais que la communication, les échanges avec les joueurs se passaient super bien. Je trouve qu'ils avaient un côté très à l'écoute, ils avaient vraiment revu leur copie. Et tu vois, ils n'avaient pas ce côté prétentieux que peuvent avoir des gros studios quand on leur fait des retours. Et il y avait un vrai côté partage joueur-éditeur, et j'avais trouvé que c'était une campagne qui était vraiment chouette à suivre. Après, je suis un peu plus mitigé sur le jeu, mais parce que moi, il me correspondait un peu moins. J'ai un peu du mal avec les jeux qui sont punitifs pour vraiment refaire de la jouabilité, c'est un truc qui me dérange un petit peu. Mais en soi, mais après, ils l'avaient complété avec des règles qui avaient été retouchées, donc il y avait eu un vrai suivi du jeu, etc. Donc c'est clairement des éditeurs de confiance, je trouve. Et ça fait plaisir de découvrir. Je me plaignais il y a quelques temps de ces 4X spatiaux qui se ressemblent tous. Là, je trouve qu'ils conservent leurs pattes, quoi. Tu sens qu'ils vont avoir une identité visuelle d'un jeu à l'autre. Il y a une identité visuelle très forte. C'est presque art contemporain. Hein. C'est très minimaliste, très angulaire. Ouais. J'en avais parlé la semaine dernière. Et moi, je trouve que c'est plutôt beau. Alors, la nouveauté de cette semaine, c'est qu'ils vont faire une big box. Parce que, en fait, au début, ils avaient prévu de faire 3 boîtes. Donc, le jeu de base, le solo et la campagne, si je ne m'abuse. Et ils ont baissé les bras avec ce qui se passe en Chine. Ça aurait coûté une fortune. Donc voilà, ils réunissent tout dans une big box. Ils disent qu'ils sont désolés parce que leur concept, c'était de faire 3 boîtes justement distinctes pour qu'on puisse choisir la boîte selon le type de jeu qu'on voulait, mais que voilà, ils peuvent plus le faire. Ils peuvent plus le faire vu le coût des usines en Chine, du transport. Donc ils font une big box. Après c'est bien une big box aussi, hein, pour tout rassembler, pour pas en avoir partout sur ces étagères. Voilà, faut pas être désolé. Hein. Je suis d'accord. Donc le jeu il en est à... C'est quand même sympa de s'excuser parce qu'ils savent que le prix va gonfler. Quoi, mais, disons qu'ils trahissent un peu leur concept. On leur en veut pas. Ils trahissent un peu leur concept, mais enfin bon. Le jeu en est à 336 000 €, 3100 contributeurs. Ce sont les tout derniers jours de la campagne. Hein. Ce week-end c'est fini. 5e place, Paint the Roses. C'est un jeu, c'est une entrée déjà. Bon, ça se passe dans le monde de Alice au Pays des Merveilles. Et il va falloir redécorer le jardin de la reine sans se faire attraper par la reine. Donc c'est une espèce de course en fait.
Et plus vous allez réussir, plus vous allez marquer des points, plus l'arène va être forte et rapide et vénère. Voilà, donc il y a cette espèce de pression permanente jusqu'à la fin de la partie. Mais ce qui est assez original par rapport à ce type de jeu, c'est que c'est de la coop. Ouais. Alors que d'habitude, c'est le genre de jeu qu'on aurait vraiment vu en affrontement, quoi. Ouais, tout à fait. Qui arrivera à remplir ses objectifs en premier, etc. Là, il y a vraiment un côté puzzle game, un peu coopératif, avec ce côté tu veux pas te faire couper la tête, donc il faut que tu te dépêches. Et puis évidemment, c'est le monde d'Alice au Pays des Merveilles, donc il y a plein de personnages qui vont venir soit vous aider, soit vous mettre des bâtons dans les roues. Et ce sont carrément des modules. Ce que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'il y ait juste... Ce sont carrément des modules avec des personnages, c'est carrément des petites boîtes. Moi je regrette un petit peu. Ah d'accord. Je trouve que on en arrive à une page avec beaucoup d'éléments, c'est un peu difficile à suivre qu'est-ce qui apporte quoi. J'aurais préféré effectivement avoir peut-être une version de base et une version, on va dire, enfin une grosse extension. Là je comprends pas pourquoi diviser, surtout sur une première campagne Kickstarter, pourquoi diviser en autant de petits modules. Ça va prendre de la place pour pas grand chose. Je trouve que voilà, on aurait pu aller à l'essentiel, sachant qu'en plus il y a une version de luxe, quoi. Donc je sais pas, je comprends pas trop ce parti pris. On peut leur faire confiance, c'est quand même le designer de Evolution et de Océan, Ben Goldman. Donc voilà, je pense qu'il sait ce qu'il fait. C'est quand même quelqu'un d'assez doué. En tout cas, moi j'aime beaucoup ces deux jeux. Donc voilà, même bon, après le design, j'aime bien l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, mais le concept du jeu, le design général ne me botte pas plus que ça, mais enfin c'est personnel. Le jeu en est à 100. Je trouve le design un peu timide. Oui, je suis d'accord. Ça fait un petit peu... ouais, voilà, c'est ça. Ça fait un peu cheap. Le jeu en est à 182 000 €, 3 934 contributeurs. Il reste une petite vingtaine de jours. 4e place, c'est Beast. Alors Beast, il a de plus en plus la hype. Moi je l'ai vu, il monte, tout le monde l'attend. Il a gagné une place encore cette semaine. La nouveauté, c'est que ça y est, il y a une version française, enfin. Moi, il me titille ce jeu, il me titille. Il en est à 375 000 €, 5 700 contributeurs, et c'est la dernière semaine pour se décider. Bon, après, il y a un let's pledge, hein. Mais ouais, je trouve ce jeu de plus en plus séduisant. Je suis d'accord, j'avoue que je me tâte de plus en plus. Heureusement, on est en fin de mois, ce qui fait que je ne craquerai probablement pas. Mais voilà, il fut un temps, quand je participais à tous les Kickstarter qui m'intéressaient, je pense que je n'y aurais pas réfléchi à 2 fois. Je trouve que c'est vraiment un jeu qui a quelque chose de très intéressant à proposer. Et une campagne qui propose de plus en plus de composants, donc ça, je trouve ça... Voilà, c'est une campagne qui, en tout cas, qui fait vraiment plaisir à suivre et que... il fut un temps, j'aurais suivi avec grand plaisir. Avant de passer aux 3 premiers sur Kickstarter, on va faire un petit détour par les news. Ça y est, on a la date de sortie du GameFound de Skyrim. Ça fait des mois qu'on l'attend. Et ça y est, Skyrim arrive le 2 novembre sur GameFound. Il y a déjà quelques visuels qui ont été révélés dans une news hier. Et bon, écoute, on verra bien ce que ça donne. Moi, j'adore Skyrim. Ça fait plusieurs fois que j'en parle. On verra bien si je claque mes sous là-dedans. Deuxième news, enfin c'est pas vraiment une news, c'est sur une fin de campagne, 2 fins de campagne pour être précis. Il y a Fédération, le gros jeu 4X dont nous avons fait la vidéo dans le premier tour. C'est la dernière semaine, donc allez voir si vous aimez les gros jeux de pose d'ouvriers. N'hésitez pas à aller voir la page. C'est chez l'éditeur français Explorate, donc pas de TVA. VF, blablabla. Et deuxième fin de campagne cette semaine qu'on n'avait pas évoqué parce que il n'y avait pas eu d'émission la semaine dernière, c'est Tales of the Rift, qui est un jeu d'escarmouche de figurines. Là, c'est purement de la figurine. Il y a du draft de cartes, mais c'est principalement du combat de figurines. Et c'est sur Games on Tabletop, donc un site de participation français qu'on n'évoque pas souvent, mais bon voilà. Et ça, ce sont les tout derniers jours. Ils sont financés à 115%. Donc voilà, le jeu verra le jour. C'est un jeu qui est tourné très vers le compétitif et le jeu organisé. Ils ont beaucoup d'ambition pour la suite. Et c'est un premier projet. Voilà, c'est des gens qui démarrent, indépendants. Donc voilà, je tenais à leur faire un petit peu de pub. Allez, cette semaine, il y a eu City of the Great Machine. Qui refait son lancement parce qu'il avait fait un premier lancement raté
Et je trouve que c'est plutôt joli, c'est d'un univers steampunk dans lequel vous allez incarner des résistants dans une ville contrôlée par des machines, des robots, on va dire steampunk. Et vous allez incarner des résistants et le plateau se compose de quartiers. Voilà, et pour passer d'un quartier à un autre, il va falloir montrer patte blanche, payer, se faufiler. Il va falloir monter une révolution. Et vous pouvez incarner le camp opposé, c'est-à-dire les machines, et essayer d'arrêter les résistants. Et je trouve que la DR est très réussie. Moi, c'est un univers qui me plaît beaucoup. J'adore le steampunk. Et je trouve le jeu bigrement séduisant. Et le fait que le plateau soit pas vraiment un plateau, mais plusieurs quartiers collés les uns aux autres, pardon. Je trouve que c'est assez rigolo. Enfin bref, il y a beaucoup d'éléments qui me plaisent dans ce jeu. Ensuite, petit aparté sur Valrock, qui est un jeu belge. Voilà, donc il y aura une VF. Et c'est pareil, c'est un premier projet, ce sont des indépendants, donc c'est toujours cool d'en parler. Donc là, vous allez... c'est un jeu d'arène, mais entre mages. Donc vous allez combattre. Il y a aussi... vous pouvez contrôler des monstres. Et voilà, c'est du jeu de cartes. Enfin, il y a un plateau, mais c'est du draft de cartes. Je suis pas ultra fan de la direction artistique. Bah bon, écoute, faut voir si ça fonctionne. Ils n'ont pas super bien démarré, il y a 68 contributeurs, ils en sont à 5 000 € pour un objectif de 20 000, mais il reste 20 jours, donc peut-être que ça va monter petit à petit. Ensuite, je vais parler de Caral. Donc Caral, c'est le nouveau jeu de Klaus-Jürgen Wrede, designer de Carcassonne. Donc qui est quand même un gros classique du jeu de plateau moderne. Et donc là, on est dans du pur jeu de pose d'ouvrier. On est chez les Mayas ou les Aztèques d'ailleurs, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, on est dans l'Amérique du Sud antique. Qu'est-ce qu'ils disent? South American. Bon, ils disent pas. Karali people. Ah, alors d'accord, c'est le peuple Karali. Ok. Donc, bref, vous devez construire les pyramides sud-américaines. Et pour cela, il va falloir des matériaux, des ouvriers. Et vous allez avoir une espèce de joueur neutre qui est le grand architecte. Il y a un petit système sur le plateau qui est assez rigolo. C'est qu'il va se déplacer et qu'il vaut mieux être devant lui, toujours faire des actions devant lui, plutôt que de faire des actions derrière lui. Voilà, donc c'est un petit côté course avec un joueur neutre que je trouve plutôt intéressant. C'est représenté par une belle figurine, parce que maintenant il faut des figurines. Et donc voilà, le jeu n'a pas de VF pour l'instant, mais il est sur le point d'être financé. Il y en a 27 000 € sur 35 000. Et il reste 26 jours, donc c'est pareil, on le reverra peut-être dans le top 10 plus tard. Je te laisse la parole. Bah écoutez, moi je vous propose de migrer vers le concurrent principal de Kickstarter, à savoir donc GameFound. Donc pour vous parler déjà dans un premier temps de la... Donc apparemment la campagne finale du jeu Too Many Bones, Unbreakable, donc qui est une extension qui peut se jouer en standalone, donc qui viendra évidemment s'implémenter au reste de la totalité du jeu. D'ailleurs, jeu dont vous pouvez acheter le all-in pour la modique somme de 1200 $. Yeah. Mais en même temps, il y a tellement de boîtes, plus le Trophy Chest, plus le... Enfin, j'ai un ami notamment qui s'était offert l'intégrale jusqu'à présent. Un fou de Too Many Bones, c'est ça? Ah ouais, et puis vraiment... Après, je peux comprendre, c'est vrai que le coffre magnétique qui s'ouvre avec une poignée et tout, enfin, ça claque un peu. Sachant qu'il faut aussi savoir que cette campagne vous permet aussi de racheter la boîte de base, notamment dans sa version française, mais... Oui, pas des extensions, pas d'extension. Déjà oui, puisque en fait il n'y a que la boîte de base pour l'instant qui est traduite, tout le reste est vraiment en anglais. Mais c'est surtout que, voilà, chez Theory Game a annoncé que là, ils l'ont joué franc jeu, hein, ils font des matériaux qui sont vraiment spécifiques entre les plateaux en néoprène, les jetons de poker fabriqués sur mesure, etc. Du coup, les coûts avec la situation en Chine ont énormément augmenté, donc le prix des jeux a aussi augmenté. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la boîte de base de Too Many Bones a augmenté d'environ une vingtaine d'euros par rapport à la campagne de traduction qu'on avait pu avoir à l'époque. Ça m'étonne pas. Pas forcément le coup de se lancer sur ce truc-là, peut-être d'attendre une sortie boutique. Finalement, je pense que vous l'aurez à peu près en même temps.
et potentiellement pour un peu moins cher puisqu'on n'aurait pas les frais de port à payer. Enfin, toujours est-il que c'est un jeu qui a un peu retravaillé sa DA, c'est assez étrange. Bon, après la DA de Too Many Bones pouvait être un peu contestable, mais c'est marrant de, juste pour cette boîte-là, tout changer. Et puis effectivement, bah voilà, on dit 7 boîtes, mais en fait il y en a plusieurs avec les petites extensions qui viennent se rajouter à côté. Ça n'a pas l'air non plus de complètement révolutionner le jeu, mais voilà, c'est pour vraiment les complétistes et pour ceux qui sont en manque, qui ont déjà affronté tous les baddies et qui en veulent toujours plus. La boîte de base est sortie en boutique? Alors, elle n'est pas sortie en boutique non, je ne crois pas qu'elle soit sortie non, en boutique. Non, je pense pas. En France en tout cas. Mais je crois que la boîte traduite, qui a été faite par nos amis de Lucky Duck Game, verra une sortie en boutique une fois que la traduction sera terminée. Voilà. Je crois qu'ils sont à l'étape de production. D'accord. Voilà. Mais ce sera que la boîte de base. Et enfin, toujours sur GameFound, elle vient juste de se lancer à l'instant Lords of Ragnarok, donc de nos amis de Awaken Realms, qui s'étaient fait un peu discret, je trouve, ces derniers temps. Il y a un moment, ils étaient omniprésents sur les projets Kickstarter. Bah, rappelle ce qu'ils ont fait, parce que c'est quand même des mastodontes. Hein. Oui, c'est quand même des mastodontes. Donc dernièrement, ils ont fait Tented Grail, qui a eu énormément de succès. Là, ils avaient fait The Great Wall, qui commence à être livré aux backers. Il y a toujours leur jeu qui se passe dans le monde des rêves, dont j'ai oublié le nom, qui va bientôt être livré aussi. Et ils avaient fait à l'époque Lord of Hellas, donc qui avait connu pas mal de déboires avec des retards de livraison, etc. Donc là, on a l'air de retrouver un gameplay qui a l'air d'être un peu dans la même veine, mais cette fois-ci sur l'univers des Vikings, avec des Vikings un peu cybernétiques, un peu futuristes. Et voilà, ça va être un jeu de combat et de contrôle de territoire. Donc on est vraiment en terrain connu avec des grosses figurines ultra détaillées. Évidemment. Qui sont un peu la marque de fabrique de Awaken Realms. Donc voilà, la campagne vient juste de se lancer, elle est déjà financée. Ils avaient fait Nemesis aussi. Pas la success story. Ils avaient fait Nemesis, tout à fait, c'est vrai. Ouais, donc ils sont habitués aux vraiment gros jeux kiloplastiques. C'est vrai que les figurines sont assez impressionnantes. Ils savent y faire, et ça vient de sortir, et ça en est déjà à quasiment 370 000 €. Et il reste 20 jours. Et il y a une VF, hein, faut le dire quoi. Eh bien, si tu as fini, je te propose qu'on passe aux 3 premiers de Kickstarter. Alors, troisième position, c'est encore une nouveauté, c'est Senjutsu Battle for Japan, donc jeu d'affrontement entre samouraïs, qui est un carton. 643 000 €, 8200 contributeurs, et il reste plus de 20 jours. Waouh, c'est impressionnant quoi. C'est même étonnant pour un jeu de figurines d'affrontement pur. C'est les créateurs d'un autre jeu, une espèce de petit wargame avec des cochons qui s'appelait Hogs of War, qui avait un design très rigolo. Donc là ils font quelque chose par contre de premier degré, donc avec des belles figurines de samouraï, et vous allez vous affronter sur des terrains. À la base j'étais un peu pareil que toi, un peu étonné au début, et en fait plus j'ai parcouru la page, plus en fait je trouve le jeu extrêmement intéressant. Alors déjà il faut savoir qu'en plus du jeu d'affrontement à 2, enfin de 2 à 4, ils vont proposer une campagne narrative solo, un tableau réversible, et en plus on va pouvoir débloquer des standees qui vont venir un peu habiller le terrain et qui vont répondre avec les cartes d'habilité, parce qu'on peut venir avec un deck préétabli, ou alors se composer son deck, façon deck building, pour affronter son adversaire et jouer entre parade, contre-attaque, attaque, et pouvoir ensuite influencer avec les éléments du décor, donc à proximité d'un arbre, utiliser un rebond pour infliger plus de dégâts, etc. etc. Donc finalement, j'avoue qu'il me fait un peu de l'œil. D'accord. Et la VF est en négociation pour l'instant. Deuxième position, c'est du connu, c'est Mythwind. Et on est à 687 000 €, 8400 contributeurs, c'est un gros succès. Et il reste une grosse semaine, donc il y a encore le temps de le pledger. Et la nouveauté de la semaine, c'est que ça y est, il y a une VF. C'est pas mal parce que ces jeux narratifs là, c'est vrai que c'est très difficile si t'as pas de VF, quoi, si t'as pas un niveau en anglais. Même quand on a le niveau anglais, c'est un peu pénible, quoi. Parce que ça demande vraiment une concentration. Et ce jeu avait l'air vraiment cool, quoi. Donc, c'est un jeu narratif. C'est pas vraiment. Je sais pas pourquoi à chaque fois je dis que c'est un jeu narratif alors que c'est pas vraiment un jeu narratif en fait. Parce qu'il joue. Ouais, mais il joue vachement là-dessus, sur le côté campagne, c'est ça. L'histoire, un côté un peu legacy. Mais c'est vrai que c'est. En fait, on le voit depuis quelques temps, le jeu purement narratif, il est un petit peu retombé en désuétude. Je pense que, comme c'est des gros jeux avec des grosses campagnes, il y en a eu pas mal
je pense que les joueurs ils sont loin d'avoir fait le tour de tout ce qui est sorti jusqu'à présent. Et du coup, je les ai sentis un peu plus timides sur les grosses campagnes qui sont sorties dernièrement. Et du coup, je trouve qu'ils ont un peu converti depuis quelques temps le jeu narratif à d'autres styles de jeux. Et là, on retrouve le côté un peu gestion, le côté pose d'ouvrier, etc. Avec tout un côté, on va dire, une petite surcouche narrative par-dessus, qui est pas désagréable en fait. En tout cas, le jeu est joli, hein. Donc c'est de la colonie, hein. Vous allez explorer un monde, une vallée magique pour y installer un village. Et le personnage principal, comme le disent les auteurs, hein, c'est le village. Parce que vous pourrez le faire évoluer, construire des bâtiments. Mais il va y avoir, c'est peut-être là aussi le côté narratif, c'est que selon les bâtiments que vous construisez, vous n'allez pas avoir le même destin. En fait. Vous pouvez vraiment ne pas avoir la même ville d'un coup sur l'autre. Et c'est sur le mode campagne. Donc voilà, c'est vrai que c'est un petit côté mélange de pose d'ouvrier et de jeu narratif. Parce que tu peux reprendre l'histoire où elle était, tu peux continuer, tu peux prendre d'autres persos. Non, je trouve que c'est plutôt séduisant ce truc-là. Voilà. Puis il y a le côté asymétrique des personnages qui est sympa, avec chacun leur gameplay, leur propre plateau. Moi je pense là, notamment au fermier, que je trouve super intéressant, parce que tu fais pousser tes légumes sur ton plateau de joueur. Ouais. Avec une espèce de système un peu à la Tetris. Le marchand, il va y avoir toute une question de gestion de ce que tu as à vendre. Voilà, et je trouve que c'est super sympa de proposer une vraie asymétrie là-dedans, sans que ce soit toujours pour se foutre sur la gueule. Ouais. Mais il y avait ça aussi dans la BD Marchand. Chaque personnage avait une espèce de mini-jeu, enfin de mini-gestion totalement indépendante de l'autre, quoi. Allez, on va passer au premier sur Kickstarter. Bah, il n'a pas changé depuis, ça fait combien d'émissions? 3 émissions. C'est Verdant. Non, et ceci dit, il avait été détrôné par Voidfall. Donc il est revenu, il a repris sa première place, voilà. Donc c'est la dernière semaine, ouais. Donc par l'équipe qui vous a apporté Calico et Cascadia. Cascadia, donc Calico, c'était un beau succès en boutique en France. Et Cascadia, j'y ai joué à Vichy, au Festival des Jeux de Vichy. C'est vachement bien, mais ça arrive pas avant début d'année prochaine, ça sera chez Lucky Duck Game. Voilà, donc en attendant, Verdant, il en est à 236 000 €. 9300 contributeurs, c'est énorme. Et on arrive enfin au bout de cette campagne. Et nous avons, sur quasiment 30 jours de campagne, 3 actus. C'est un peu dommage, c'est ce qu'on s'était déjà dit il y a 2 semaines, ce côté un peu des victimes de leur succès, quoi. Ils ont eu un peu du mal à reprendre pied. Et bon, voilà, il y a l'apparition d'un mode solo, il y a 2-3 trucs, mais c'est vrai que c'est un peu tristoun, quoi. Ça fait campagne de précommande. Ouais, bon, je pense que de toute façon, ça vaut absolument pas le coup de le baquer. Ça sortira en boutique en France. Et ça coûtera moins cher parce que pas de TVA et pas de frais de port. C'est évident que ça va sortir en boutique. Donc ne vous embêtez pas à baquer Verdant. Surtout avec les problèmes de transport en Chine et de TVA maintenant. Il faut bien choisir ses projets pour que ça soit rentable pour vous. Bon bah voilà, écoute, on a fait le tour il y a énormément de nouveautés. Eh bien, je te souhaite une bonne fin de semaine. Bah pareillement, et puis salut à tous, et d'ici la semaine prochaine, je vois bien. Ciao.